Salut les pingouins! Salut! Aujourd'hui on vous retrouve pour une vidéo bilan sur notre organisation pour le chantier, sur la planification et la motivation tout au long du chantier. On a beaucoup de choses à vous dire mais pas grand chose à vous montrer, donc on vous conseille de faire comme nous, de vous installer avec un petit thé chaud et de nous écouter. À la limite faites autre chose pendant que vous regardez cette vidéo parce qu'il y a vraiment pas grand chose à voir à part nous deux en train de parler. C'est plus un podcast, ça va être un petit peu plus long que les vidéos de d'habitude, mais on pense que ça sera intéressant et on espère que ça va vous plaire. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un sommaire dans la description et puis avec des petits cartons entre chaque grande partie, histoire que s'il n'y a qu'une partie qui vous intéresse, vous puissiez aller la voir ou que vous regardiez en plusieurs parties la vidéo comme elle est assez longue. On va commencer sur une première partie où c'est vraiment notre retour d'expérience très pragmatique sur le temps qu'on passe sur les étapes, sur comment on a planifié le chantier, qu'est-ce qui va pas, sur comment on a fait nos choix pour choisir les matériaux, tout ça. Et après on passera sur une deuxième partie qui est plus notre retour de ressenti pendant toute la durée du chantier, donc sur la fluctuation de notre motivation, pourquoi ça diffère, les difficultés qu'on a rencontrées personnellement en tant qu'humain on va dire, et en tant que couple aussi, et on finira sur le fait d'être deux sur un chantier, ce que ça apporte et ce que ça peut apporter aussi en positif comme en négatif. Et puis après, voilà, on vous laissera tranquille, mais c'est une vidéo qui risque de durer quand même un petit peu longtemps, on vous prévient à l'avance. Un dernier petit point avant de commencer, tout ce qu'on va vous raconter dans cette vidéo-là, c'est notre expérience perso, c'est notre ressenti personnel à nous, donc ça va différer d'un autoconstructeur à un autre, et c'est pour ça aussi que c'est intéressant d'avoir le retour d'expérience de plusieurs autoconstructeurs, et d'avoir bien en tête toutes les difficultés qu'il peut y avoir avant de se lancer dans un projet aussi conséquent. Donc déjà un point super important auquel on se rend pas forcément compte au départ, c'est que quand on parle donc du temps de l'autoconstruction, il y a évidemment le temps où on va être sur le chantier à bricoler, mais il y a aussi énormément de temps autour qu'il faut prendre en compte dans la planification. Notamment il y a tout ce qui est évidemment les recherches, donc nous en plus comme on n'y connaissait rien, il y a eu beaucoup de temps là-dessus, donc en amont évidemment, mais aussi à chaque étape du temps de recherche, à se documenter dans les livres, sur internet, à demander des conseils à des gens. Il y a aussi tout ce qui est le temps de préparation au niveau des outils, du matériel, de l'approvisionnement. Aller chercher les matériaux, les outils dans les magasins ou si on les emprunte, aller les chercher chez le copain. Ça prend aussi beaucoup de temps, il y a beaucoup d'allers-retours à faire. Il y a aussi beaucoup de temps qu'on passe justement à dépiler, empiler les matériaux quand on les ramène de sa voiture ou même si on s'est fait livrer, souvent on peut nous les poser juste en bout de chemin et nous on va être obligé de les rentrer dans la maison ou dans la cabane ou autre. Donc tout ça c'est du temps qui est pas négligeable, mis bout à bout ça fait des jours voire des semaines. Et c'est du temps qu'on a beaucoup de mal à estimer à l'avance, donc il faut quand même bien penser à tout ça. Après il y a aussi tout ce qui est la vie personnelle, donc ce qui va être la vie de famille, la vie courante, donc aller faire les courses, préparer les repas, tout ça. Qui est du temps quoi, il faut pas se dire on va bosser à fond toute la journée sur la maison, il y a forcément des moments où on est obligé de faire des choses qui sont autres que la maison pour vivre. Et en plus nous on n'a pas d'enfants, mais ouais. Quand on a des enfants on imagine que ça doit prendre quand même un temps supplémentaire, cette vie de famille là qui est pas négligeable quand on se lance dans un projet comme l'autoconstruction, parce que on peut pas mettre de côté la vie de famille pendant toute une année de construction. Ça pourrait le faire sur un projet d'une semaine ou un mois, mais l'autoconstruction c'est quand même long, donc il faut quand même réfléchir sur le long terme. Ouais, et il y a aussi donc tout ce qui est évidemment travail, donc après si on est salarié ou pas, ou si on prend une année pour se dédier à la construction de la maison. Nous on est indépendants, donc on gère nos clients depuis chez nous, en fait on travaille à domicile vu qu'on est dans l'informatique, donc on a très peu de réunions clients à l'extérieur, donc ça c'est un gros avantage pour nous pour pouvoir gérer notre temps, mais c'est aussi du temps quand on est sur les clients, quand on passe des appels, quand on fait des réunions, c'est du temps où on travaille pas sur la maison et il faut aussi prendre en compte dans les plannings. Et en plus, vu que c'est pas assez compliqué, on a décidé de monter la chaîne YouTube et le blog en parallèle. On regrette pas du tout parce que ça apporte beaucoup d'avantages, on y reviendra plus tard dans la vidéo, mais c'est vrai que ça prend quand même du temps et on estime qu'on passe environ un jour par semaine uniquement dédié au tournage, au montage, à la préparation des vidéos et tout ça. Donc c'est pareil, c'est pas négligeable si vous voulez documenter votre chantier, ça prend aussi du temps. Et voilà, il faut bien prendre tout ça en compte et pas se dire juste je vais passer une semaine à se faire ce
truc-là et à pas penser à tout le reste, à dire il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de vitamine, tout ça. Ça serait une grosse erreur, ça ferait beaucoup de décalage dans la planification. Du coup, en fait, quand on est autoconstructeur, faut réussir à faire tout tenir dans une seule journée, donc arriver à segmenter sa journée pour que tous les aspects de sa vie cohabitent, en fin de compte. Donc la vie de famille, le travail, l'autoconstruction, la gestion du chantier, parce que c'est des métiers à part entière de gérer des chantiers. Et pour tout ça, faut réussir à trouver un rythme qui est pas trop violent non plus, parce qu'il faut le tenir sur le long terme. On va vous faire une vidéo sur nos journées types qui sortira la semaine prochaine normalement, mais ce qu'il faut savoir, c'est que il faut vraiment trouver le rythme qui nous convient à nous personnellement, parce que le rythme qui nous convient à nous deux, c'est pas forcément le rythme qui conviendra à votre autoconstruction. Ça dépend vraiment beaucoup de votre type de travail, si vous travaillez toute la journée ou pas, si vous avez une vie de famille conséquente à gérer ou pas. Je parle des enfants notamment, parce que nous, au final, notre vie de famille, c'est nous deux, donc il n'y a pas grand-chose à gérer non plus. Et voilà, faut réussir à trouver le rythme qui vous convient, et c'est vraiment le point le plus important pour réussir à tenir dans la durée. On a remarqué qu'il y avait 3 grandes étapes qui revenaient souvent au cours du chantier. Il y a tout ce qui va être donc faire des choix, donc choisir des matériaux, choisir des modes de construction. Ensuite, il va y avoir l'estimation, donc par rapport à ces choix, estimer le temps que ça prendra, le budget que ça prendra, les ressources dont on aura besoin. Et ensuite, la planification, dire voilà, donc comme j'ai besoin de ça, il va falloir une semaine avant que j'aille chercher tel matériel, que je demande un coup de main à telle personne tel jour, etc. Donc il y a ces 3 gros points, faire un choix, estimer et planifier. Donc il faut déjà les faire une fois avant que le projet démarre. Donc évidemment choisir quel type de maison on va faire, ensuite estimer combien ça va coûter, puis planifier en gros quand est-ce qu'on va démarrer les travaux, à peu près quand ça va finir. Et après ces 3 phases-là, ça revient très souvent pendant le chantier parce qu'on va avoir plein de petits choix à faire. Même si on se dit voilà, on va mettre tel bardage par exemple, il va y avoir des choix après à faire. Quel bardage exactement on prend, quelle fixation exactement on prend, etc. Donc à chaque fois il va y avoir ces 3 étapes qui reviennent, donc on va revenir sur ces 3 étapes un peu plus en détail pour vous donner un peu notre avis et notre expérience sur ces 3 choses-là. On pourrait penser que ces 3 étapes, on les fait une fois et que c'est bon, c'est réglé une fois pour toutes, mais en fait c'est impossible de tout prendre en compte avant même de débuter le chantier. Pour tout ce qui va être de faire les choix, déjà le premier truc c'est qu'il y a beaucoup de sources. Nous les sources qu'on utilise le plus, donc ça va être les DTU, donc les normes un peu officielles. Il y a les docs constructeurs, donc qui sont souvent assez intéressantes, donc il y a souvent des petites fiches des PDF à trouver sur les recommandations du constructeur pour mettre en œuvre les différents matériaux. Il y a tous les conseils de gens qu'on peut avoir sur internet, sur les forums, les gens qu'on croise dans la vie, les gens qu'on connaît. Oui, par exemple, son père qui a construit une maison, il nous a beaucoup aidé, même si c'était pas le même mode constructif, il a pu nous aider sur la construction de notre maison. Et tout ce qui va être aussi les témoignages, bah là pareil, ça va être beaucoup sur internet, des gens qui ont fait une maison et donc qui disent nous on a fait comme ça a été, ça n'a pas été, donc ça aussi c'est une source assez intéressante de conseils. Et nous, on a aussi la chance d'avoir les conseils de tous nos abonnés, de vous, donc sur YouTube, sur Facebook et sur Instagram, donc ça c'est assez intéressant. Donc ça c'est chouette d'avoir plein de sources. Oui, merci. Merci, mais donc l'inconvénient en fait d'avoir plein de sources comme ça, c'est que bah du coup ça va être parfois c'est dur de faire des choix parce que il n'y a pas de solution, il y a rarement une solution qui est idéale que tout le monde va dire ouais c'est celle-là qu'il faut faire, c'est la meilleure. Il y a souvent des avantages et des inconvénients, donc il va falloir comparer, choisir, se dire ça c'est un avantage qui est vraiment important pour nous, ça c'est un inconvénient qui est pas important. Donc il faut éplucher, souvent il faut jongler en fait entre les différentes sources d'informations, aller lire le DTU, aller lire les avis de quelqu'un, vérifier si ces avis ça rentre dans le DTU, si c'est n'importe quoi, faire appel à son bon sens. Donc voilà, ça c'est une étape pour faire les choix où voilà, faut fouiller toutes les sources. Il y a les livres aussi qui nous ont beaucoup aidés. Et il y a un moment où il faut se dire ok, j'arrête de chercher parce que c'est tellement infini que si on n'arrête pas de chercher, au bout d'un moment, on finit par pas prendre de décision. Donc il y a un moment où il faut se décider sur une des solutions, voilà. Et il faut y aller quoi. Faut arriver à trouver une solution qui nous convient, on se dit c'est bon, je fais ça, c'est peut-être pas ce qui est le plus parfait, mais en tout cas ça va tenir dans le temps et ça me satisfait et je veux pas changer d'avis au bout de 3 jours. Donc voilà, arriver à être assez sûr des décisions pour éviter de trop y revenir. Alors justement, quand vous prenez une décision, il faut éviter de changer d'avis en cours de route. Bon, nous il y a des choses qu'on a décidées il y a 1 an et demi, et une fois qu'on se retrouve devant le truc à devoir le faire, bah finalement on se dit ok, on n'aurait pas dû décider ça, on change d'avis.
mais ça impacte énormément la suite du chantier. Déjà, ça va être une source de stress très importante parce qu'on se dit ok, il faut tout revoir là sur le moment parce que du coup on est bloqué, on peut pas avancer si on prend pas une décision. Donc on va se replonger dans les documents, on va se replonger dans internet en général pour fouiller et trouver des infos sur ce qu'on veut changer d'avis. Et ça va aussi toujours, ou quasiment toujours, avoir un impact sur la suite des travaux et qu'on n'arrive pas forcément à anticiper parce que vu qu'on est à fond dans le truc pour changer d'avis, parfois on en oublie la suite et au final ça va nous poser problème pour la suite des travaux. Pour des trucs auxquels on avait pensé au moment où on était posé tranquille à réfléchir au projet en amont, qu'on oublie complètement quand on est dans le feu de l'action en fait. Ouais, voilà, changer un tout petit truc, par exemple prendre de l'OSB plus épais, bah, ça peut tout décaler, et finalement avec le plancher et le parquet ça passe plus sous le seuil de la porte par exemple, c'est un truc bête, mais il faut vraiment arriver quand on fait un changement sur un truc qui même paraît un peu anodin, ça peut avoir des répercussions sur toutes les étapes d'après. Donc du coup c'est beaucoup de stress quand on change d'avis, on se dit bon on avait prévu comme ça, est-ce qu'on fait autrement? C'est vraiment beaucoup de stress d'arriver à tout penser, de se dire bon ok on change d'avis mais ça sera un bon avis et on regrettera pas après. Et puis après, ben forcément, quand on change d'avis, vu que nous on est deux, ça entraîne forcément une discussion autour du point concerné. Donc forcément, il va falloir convaincre l'autre que changer d'avis c'est une bonne idée. Des fois, on n'est pas d'accord, c'est un peu compliqué parfois. Et ça va aussi entraîner de nouveaux achats pour pouvoir faire le changement. Donc soit, si ça se trouve, vous aviez déjà le truc et puis vous changez d'avis, donc ça vous fait du surplus que vous utiliserez pas, donc après faut le stocker, etc. Et de toute façon, ça vous prendra du temps d'aller vous approvisionner ou de vous faire livrer. Donc le changement d'avis, ça peut être très compliqué à gérer sur le moment. Voilà, et le problème c'est que souvent c'est quand on est en train de faire le truc qu'on se rend compte que c'est peut-être pas la meilleure idée, ou là on retourne dans les livres, dans les bouquins et on se rend compte qu'on n'a pas ce qu'il faut, donc des fois on commande sur internet, donc ça met 3-4 jours à arriver, donc voilà, ça peut faire perdre énormément de temps de changer d'avis, donc c'est hyper important de préparer au mieux le projet et puis d'essayer de se limiter. Souvent nous je sais qu'on a changé d'avis sur des trucs. Au final, ça nous a perdu une semaine ou deux sur plein de petits points et ça aurait rien changé au résultat final de la maison, mais bon. Et un truc super important qu'on a commencé à faire dès le départ et qu'on va faire encore plus sur le second œuvre parce qu'on se rend compte que c'est vraiment super bien, c'est d'avoir des bloc-notes, donc aussi bien numériques sur ordinateur, sur les téléphones que physiques dans des carnets, qui regroupent un peu justement toutes les réflexions qu'on a et qui expliquent un peu les choix, qui justifient les choix, parce que sur ce qu'on expliquait tout à l'heure de changer au dernier moment, parfois on se rappelle même plus pourquoi on a fait un choix. Et d'abord une trace écrite, on dit on prend telle chose parce que c'est marqué dans le DTU qu'il fallait prendre ça, ou parce qu'on a vu tel avis qui conseillait de prendre plutôt ça. De le garder quelque part et du coup de pouvoir y revenir au moment où on est en train de travailler dessus, où on se pose des questions, ça permet sûrement d'éviter de rechanger d'avis, ou en tout cas déjà d'avoir tous les liens des sources qui nous ont permis de nous décider. Donc ça fait gagner du temps. Ou même parfois on prend une décision parce qu'il faut commander les matériaux et qu'il y a un temps de commande qui est assez long et on se rappelle même plus de la méthode de pose qu'on avait choisie par exemple, et du coup on se retrouve à réfléchir au moment de faire l'action parce que y a des choix qu'on a fait en amont qu'on a oublié complètement, et donc ça perd pas mal de temps aussi. Ouais, donc bien tout noter. Et nous, ce qu'on avait fait, je pense qu'on fera une vidéo juste pour revenir là-dessus, mais on a un gros tableau Excel où on a donc tous les matériaux dont on a besoin pour chaque étape, donc ça nous a permis d'estimer le prix, et dedans donc on a la trace de tout ce qu'on va utiliser sur chaque endroit, où est-ce qu'il faut qu'on commande les différentes choses, donc ça c'était super important aussi d'avoir au numérique pour que ça évolue et qu'on le garde sous la main, et ça nous sert tout le long du chantier. Mais on reviendra là-dessus parce que c'est super important pour l'estimation, pour estimer les charges, pour estimer le budget, pour estimer le temps, les outils, etc. Et après, en idée bloc-notes aussi, il y a Pinterest qu'on se sert pas mal pour toute la partie seconde œuvre et déco, parce que... C'est l'inspiration, ouais. On n'est pas décorateur d'intérieur, on a du mal à se projeter dans cette maison tout en OSB, et du coup voir des photos régulièrement de ce qui nous plaît, ça permet aussi de réussir à se projeter, de savoir un peu mieux comment on va agencer les choses, et d'en parler entre nous aussi, parce que par exemple moi je peux avoir en tête un truc vraiment super bien et tout, je vois exactement ce que ça va donner, mais pour lui retransmettre c'est vachement bien d'avoir une photo et de dire voilà, tu vois, ça serait cette couleur là à peu près, ou ça va donner ça, machin. Donc on utilise Pinterest pas mal pour ça, et c'est vraiment pas mal de commencer à se projeter bien en amont
pour avoir le temps de se mettre d'accord. Après, s'il y en a un des deux qui s'en fout de comment va être l'intérieur, c'est plus facile, mais mais voilà, nous on avait envie d'être d'accord sur là où on va vivre quand même toute notre vie. On a aussi les carnets, donc dedans c'est pareil, on avait nos premières estimations de budget avec les différents postes, les différentes premières décisions qu'on avait, parce qu'au départ on n'était pas forcément parti sur notre ossature bois, donc ça c'est pareil, c'était des choix qu'on a fait il y a très longtemps, et pareil, donc on a comparé toutes les méthodes et on a noté dans les carnets, du coup c'était super bien pour se rappeler pourquoi on a fait les choix et pour être sûr de ne pas changer d'avis après. Tout ce qui est première estimation de budget, etc., c'est quand même bien d'avoir ça sous la main. Ça nous permet aussi après de vérifier si on était dans les clous, ce qui a changé. C'est toujours sympa de voir l'évolution du projet aussi quand c'est sous forme de notes. On garde une trace, c'est cool. Et sinon, sur l'ordinateur, il y a plein d'outils pour prendre des notes. Nous, on utilise pas mal OneNote. Ça nous permet de faire plein de blocs-notes différents. On va en avoir un où ça va être toutes les idées par rapport au parquet, toutes les idées par rapport toutes les idées par rapport aux lambris, par rapport aux lampes, à l'éclairage, l'électricité. Donc comme ça on divise, on peut tout balancer les liens, les photos qu'on trouve de pause, les vidéos, etc. Et on a tout au même endroit, on retrouve ça super vite. Une fois qu'on a réussi à faire tous nos choix techniques, ce qu'on a fait, c'est de faire le plan 3D de la maison. Déjà, ça nous a été utile pour le permis de construire. Et en plus, ça nous a été utile pour simuler en quelque sorte la construction. Parce que du coup, sur SketchUp, on voit les morceaux de bois qui s'imbriquent ensemble, on voit les endroits où ça va être difficilement accessible pour isoler, on peut voir aussi les endroits où ça va poser problème au niveau des ponts thermiques, etc. Et ça permet vraiment d'avoir en tête les différentes étapes qui vont se passer en vrai après, plus tard, une fois qu'on commence le projet. Et ça permet de lister les matériaux, de se rendre compte des différents problèmes qu'on va pouvoir avoir et de pouvoir y réfléchir un peu en amont, même si c'est impossible de tous les voir et qu'on se retrouvera forcément face à un problème au moment du chantier. Mais déjà, si on en élimine pas mal, c'est toujours ça. Ça nous permet aussi, une fois qu'on a la liste des matériaux, de faire notre budget, parce qu'on va pouvoir aller sur les sites des différents fournisseurs pour voir les tarifs et calculer les quantités, etc. Et le plan 3D, ça permet aussi de commencer à réfléchir à l'approvisionnement, dans quel sens on va avoir besoin des différents matériaux, pour voir un petit peu plus clairement l'avancée du chantier en fait. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve au début, j'étais pas très chaud pour faire tout le plan 3D parce que c'est quand même beaucoup de boulot. Je pense qu'Antoine y a passé au moins 3 journées à faire le plan. Ce qu'on n'a pas fait, c'est de le faire exactement au millimètre près par rapport à la réalité. On s'en est approché le plus possible, mais après il y a eu des évolutions, des choix différents, etc. dans les mesures, dans les tailles, donc on n'a pas forcément tout modifié. Mais c'est vrai que déjà, avoir toutes les grandes étapes et puis anticiper, ça nous a vraiment permis d'anticiper pas mal de problèmes. On s'est dit, tiens, là on va avoir besoin d'assembler tel truc, ça risque d'être compliqué, on peut commencer de réfléchir à comment on va faire, et du coup le jour où on a le faire, c'est beaucoup plus simple. Et puis aussi vraiment voir, ok, on va commencer par la dalle bois, mais on va avoir besoin d'OSB pour faire la dalle bois, mais on avait prévu de se faire livrer l'OSB qu'au moment où on commencerait les murs. Finalement, faut se faire livrer l'OSB avant, etc. Ça permet de commencer à vachement se projeter et commencer à réfléchir vraiment sérieusement aux différentes imbrications des choses. Et je trouve que c'est un bon complément avec donc le fichier Excel, on a tous les matériaux parce qu'on peut vérifier, afficher sur le plan que la dalle et vérifier que dans la dalle on a tout mis ce qu'il y a dans le classeur Excel, tout ce qu'il y a acheté, et inversement qu'on n'a rien oublié. Donc ça c'est assez intéressant, c'est assez complémentaire. Et je sais qu'il y a des gens, surtout pour les tiny house sur remorque, qui font les plans vraiment au millimètre près et après qui vont pouvoir faire des fiches de débit et couper tout leur bois après directement, et c'est vrai que ça gagne beaucoup de temps. Nous on se sentait pas trop à l'aise de faire ça quand même, et en plus je pense que ça nous aurait posé problème parce qu'on a tellement changé d'avis en cours de route. On a décalé plein de choses, on a rajouté 5 cm par-ci, on en enlevait 10 par là, mais ça peut être une solution, peut-être surtout sur des petits projets, je dirais, comme la cabane par exemple, on aurait peut-être pu le faire. De tout faire le plan vraiment au centimètre près, et après de pouvoir faire toutes ces coupes et après faire que de l'assemblage pratiquement. Mais bon, sur toute une maison ça me paraît dur, on a forcément des décalages, on va avoir 1 centimètre qui va se déformer quelque part, donc on n'a pas forcément les mêmes mesures que la théorie, et là du coup il vaut mieux mesurer précisément pour adapter les pièces à la réalité, je pense. Surtout que c'est assez compliqué avec le bois parce que le bois ça sèche, et donc par exemple les pièces qui sont annoncées à 200 par 45, au final elles font 200 par 42,
Et du coup, ça, mis bout à bout, bah, ça peut décaler de 1 ou 2 cm. Et donc, si vous faites les débits à l'avance, bah, il y a des moments où vous serez forcément bloqué par ça, quoi. Ouais, donc ça semble assez risqué, mais bon, certaines personnes le font. Donc là, voilà, avec le plan 3D, ça nous permet d'avoir quand même une vision plus précise de ce qui va se passer dans la réalité. Et ça va nous permettre de commencer à faire des estimations. Déjà des estimations au niveau du temps, parce qu'on commence à se rendre compte des différentes étapes. On a tous nos choix de matériaux qui sont faits pour le gros des travaux. Après, tout l'intérieur et tout ça, on peut changer en cours de route, mais on peut commencer déjà à se projeter beaucoup plus et on va pouvoir essayer de faire un planning, on va dire. Sauf que nous, on a essayé de faire un planning et c'est complètement tombé à l'eau. Ça marche pas du tout parce que il y a tellement de choses qui rentrent en compte qu'on peut pas prévoir à l'avance. Déjà, on n'est pas professionnel, donc il y a des choses qu'on n'arrive pas à estimer tout simplement. Par exemple, les fenêtres, on se disait, ok, tout le monde pose une fenêtre une fois dans sa vie, ou en tout cas c'est un travaux qui est relativement courant. Donc on se disait, ça va être facile et tout, il y a pas de grosses difficultés. En une semaine, on a posé nos 8 fenêtres. Et en fait, on a mis 3 semaines à poser la première parce que est-ce qu'on fait une pose tunnel, est-ce qu'on fait une pose en applique, après si on la pose en tunnel à cet endroit-là, est-ce qu'on va pouvoir faire des finitions jolies sur l'extérieur et sur l'intérieur. Enfin, c'est un casse-tête les fenêtres, c'est un des trucs qui nous a pris le plus de temps, je crois. Et qu'on avait carrément sous-estimé. Je pense que c'est aussi pour ça que ça nous a pris énormément de temps, c'est parce que pour nous, il n'y avait rien de très compliqué, et donc on n'avait pas étudié en amont, on n'avait pas fait toutes les recherches, on s'était pas décidé justement pose en tunnel ou pas. On n'avait pas pris de décision en se disant ce sera pas si compliqué de se décider au moment même. Et finalement si, et du coup ça nous a pris beaucoup de temps de le faire au moment du chantier, avec le stress de dire du coup ça avance pas parce qu'on prend une semaine pour réfléchir, pour aller comparer, pour lire, etc. Donc c'est vrai que sur ce qui est pas préparé en amont, ça perd énormément de temps, ouais. Donc très compliqué d'estimer le temps que va prendre chaque étape. En plus, il y a un autre facteur qui rentre en compte pour l'estimation du temps, c'est que la première fenêtre, on la pose en 3 semaines, par exemple, parce qu'il faut tout réfléchir à comment on va faire, mais une fois qu'elle est posée, les autres, en une journée, elles sont posées. Donc, en fait, plus on avance dans le chantier, plus on acquiert de la compétence qui est utile aussi pour les étapes d'après, et plus on va vite sur les étapes. Donc ça, c'est super compliqué du coup d'estimer les étapes, combien de temps elles vont nous prendre. Après, il y a toujours la solution de lire des blogs d'autoconstructeurs ou de regarder des témoignages de gens qui ont fait telle ou telle étape, mais le problème c'est que tout le monde ne met pas le même temps. Il y a des choses sur lesquelles on est plus à l'aise et des choses sur lesquelles on est moins à l'aise. Il y a des matériaux qu'on préfère à d'autres aussi. Par exemple, sur tout ce qui est bois, nous maintenant on va plus vite parce qu'on est plus à l'aise avec le bois, mais tout ce qui est alu, on y va mollo parce que ça nous fait encore un peu peur entre guillemets comme matériau. Donc c'est assez compliqué de se calquer sur l'expérience de quelqu'un d'autre pour estimer le temps que va nous prendre une étape. Le temps de mise en œuvre est très différent d'une personne à l'autre, suivant les compétences qu'il a en amont, suivant le temps qu'il passe réellement sur le chantier. Est-ce que quand il nous dit j'ai mis 2 semaines à faire telle étape, il passait 7 heures par jour sur son chantier ou seulement 3 heures par jour parce qu'il bosse à côté? Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte et du coup au final c'est assez peu précis de se baser sur le temps que quelqu'un d'autre a mis pour faire tel ou tel truc. Et ensuite, bien sûr, il y a tout ce qui est temps d'approvisionnement qu'il faut prendre en compte dans le planning. Il manquera toujours une vis à un moment chiant et ça tombe le dimanche, il n'y a rien d'ouvert et du coup, ça repousse d'un jour où vous faites rien. Et il faut prendre en compte aussi ça, c'est que quand on se dit, ok, cette tâche va me prendre 2 jours, c'est 2 jours de travail et du coup, dans une vie, on fait pas forcément 2 jours de travail d'affilée. Des fois, il y a un repas de famille en plein milieu, ou il y a un moment de pluie, et du coup, on peut pas faire la tâche qu'on pensait ce jour-là. Donc en fait, tout se décale au fur et à mesure, et le planning part complètement en vrille au bout de quelques mois d'autoconstruction, quoi. Surtout quand on n'est pas du milieu, je pense. Ouais, c'est ça, vraiment, l'estimation du temps sur les différentes parties, c'est vraiment hyper dur, parce que c'est très très personnel, je trouve.
et que ça va aussi dépendre de la façon dont on fait les choses. Si on se dit bon bah ça se voit pas donc c'est pas grave, on n'aligne pas les vis, on se met direct, ou si au contraire on va mesurer pour mettre toutes les vis exactement tous les 10 cm par exemple. Donc ça dépend vraiment de chacun, et il n'y a pas de mauvaise façon de faire tant que ça tient debout. Et du coup voilà, c'est assez dur de savoir à l'avance, et estimer soi-même des choses qu'on n'a jamais fait à l'avance, c'est vraiment très très dur. Et on est à peu près sûr de se planter à chaque fois. Donc voilà, faut pas trop se fier aux estimations de temps qu'on peut faire, même si c'est toujours intéressant de se donner une idée, de dire bon bah ça va me prendre un mois, ça va me prendre 2 mois. Mais voilà, pas se dire que si on estime à 2 mois, ce sera forcément 2 mois. Après par contre, si vous avez une deadline limite, par exemple vous rendez votre appartement ou votre prêt commence et du coup faut que vous ayez plus de loyer, etc. Y a un truc de l'humain qui va se passer, c'est que on va avoir tendance à tout faire pour réussir à tenir la deadline si on a vraiment une contrainte qui est amenée par l'extérieur. Je m'explique. Ça veut dire que si vous vous donnez 1 an pour construire votre maison, et ben vous allez faire les étapes peut-être pas dans le même sens que nous, parce que vous avez une deadline de 1 an. Nous par exemple, on n'a pas de deadline parce qu'on n'a pas de loyer ni de prêt, donc on prend un peu le temps qu'on veut. Du coup, ça a un petit effet néfaste, c'est que on prend notre temps vraiment et on va faire des choix qui sont pas forcément les plus rapides pour habiter dans la maison. Alors que quelqu'un qui a une deadline au bout d'1 an, il va faire les choix différents pour arriver dans la maison le plus rapidement possible. Donc par exemple, son extérieur sera pas du tout fini, il sera toujours en pare-pluie, mais l'intérieur, il y aura toute la finition intérieure, il y aura l'électricité, l'eau courante et il pourra emménager. Alors que nous, on a fait l'inverse, on a choisi de faire l'extérieur, de le terminer complètement pour être tranquille et ne plus avoir à y revenir, mais du coup, au bout d'1 an, la maison à l'intérieur, elle est pas du tout habitable, donc on a un temps de construction qui est beaucoup plus élevé que la moyenne des autoconstructeurs. Bon, de toute façon, ça dépassera sûrement un petit peu, mais c'est vrai que le fait d'avoir une date, on se dépêche. Si on se dit bon bah ça c'est fait, c'est pas parfait, si on a le temps on va se dire bon on recommence, c'est pas grave, et si on n'a pas le temps on va dire bon bah tant pis, c'est pas si grave, et je continue, je passe à autre chose. Donc c'est vrai que ça change beaucoup de choses, le fait d'avoir une date ou pas à la fin, je pense, et nous on n'en a pas, et ça a un avantage, c'est que ça nous met moins de pression, mais ça avance sûrement un petit peu moins vite. Donc pour nous, l'estimation de temps, c'est vraiment le flou presque total, c'est vraiment très dur d'arriver à avoir une estimation précise et qui tient la route dans le temps. Par contre, pour ce qui concerne l'estimation des besoins, donc des matériaux, des ressources, là-dessus on a été quand même beaucoup plus performant, je pense, et parce que c'est beaucoup plus facile, en tout cas nous on trouve. Donc la petite méthode qu'on a fait nous, donc tout au long des étapes où on avait de la planification, de l'estimation des besoins à faire, c'était premièrement de regarder en gros combien ça allait coûter. Donc par exemple pour le toit on sait qu'on a 32 mètres carrés à faire, donc là on peut comparer 32 mètres carrés de tuiles, 32 mètres carrés de bac acier, 32 mètres carrés d'autres choses, et après une fois qu'on a pris donc une décision sur quelle technique de construction, quel matériau on allait partir, on peut étudier plus précisément. Donc pour le toit, là on va pouvoir compter combien de vis il va falloir exactement, les petites finitions, les petits embouts, les machins qui souvent il y a besoin en plus du matériau principal. Et aussi, on va compter, ça c'est un truc nous qu'on a trouvé assez important, c'est pas de compter en mètres carrés, mais de compter en pièces vendues. Donc par exemple en plaques de bac acier. Parce qu'on s'est rendu compte, en tout cas surtout sur une petite maison, qu'il y avait une grosse différence entre le prix au mètre carré et le prix réel. Parce que par exemple, s'il nous reste 1 mètre carré à faire, on est obligé d'acheter une plaque entière de 3 ou 8 mètres carrés, donc on est obligé de la payer en entière. Et donc sur le budget, ça mis bout à bout, ça change quand même pas mal. Et pareil, par exemple sur les dalles OSB, s'il nous manque un petit morceau, il faut acheter une dalle entière, on peut pas forcément récupérer une chute. Et c'est là que le plan 3D est super intéressant, parce que ça nous permet super facilement de compter le nombre de pièces d'un matériau qu'on va avoir besoin, et voilà. Ça nous a vraiment pas mal aidé pour l'estimation du budget. Ouais, si on dessine tout à la bonne dimension, c'est vrai qu'on peut même chercher à optimiser, par exemple sur la disposition des plaques ou des dalles, on peut essayer de les mettre dans un sens, dans l'autre, différemment, des jonctions différentes, pour essayer de gagner 3-4 plaques, ça peut valoir le coup, c'est toujours ça d'économiser. Et donc après, une fois qu'on sait par rapport à la méthode de pose et tout ça, donc le nombre de vis, tous les détails, les petits accessoires en plus, et le nombre de trucs en pièces et pas en mètres carrés, là on sait vraiment précisément ce qu'on a besoin.
Et nous, on rajoute entre 5 à 15% de marge suivant les matériaux. Donc une fois qu'on a le détail vraiment de tout ce qu'il va nous falloir à la pièce près, on rajoute une marge de 5 à 15% parce qu'il y a plein de raisons d'avoir besoin d'un petit peu plus de ce qu'on a prévu. Donc notamment, il y a quand on se plante, on coupe une plaque d'OSB pas de la bonne dimension, elle est foutue, enfin en tout cas on peut pas s'en servir pour ce qu'on avait prévu, donc il va nous en falloir une autre. C'est pas du tout du vécu. Et sur les morceaux de bois, donc on commande plein de sections différentes, mais il peut y avoir sur un des morceaux de bois, il peut être vrillé, il peut être fendu là où il faut pas. Donc pareil, il faut prévoir plus pour être sûr qu'on puisse mettre de côté les bois, les morceaux les plus moches et garder vraiment que le meilleur pour la maison. Il peut aussi y avoir quelques défauts dans ce qu'on achète. On n'est pas à l'abri, si on fait une commande sur internet de 300 morceaux de quelque chose, il peut y en avoir un ou deux qui sont pas top dedans, et après on peut toujours aller se faire rembourser, se faire échanger, mais ça prend un temps fou, donc au lieu de perdre une semaine, autant peut-être prendre un petit peu plus et être tranquille. Et puis si jamais aussi on a un petit peu foiré les calculs parce que on change de 10 cm quelque chose, du coup il nous faudra un petit peu plus d'OSB ou d'autres trucs pour finir. Donc voilà, c'est pour ça que nous on prend à peu près entre 5 et 15%. Et nous, pour savoir quelle marge on prenait justement à la commande, il y a plusieurs points qu'on prenait en compte. Si c'est des choses qui sont disponibles tout le temps, donc on va trouver par exemple dans les grandes surfaces de bricolage et qu'on est sûr, on y va n'importe quand, on en trouvera. Si on en trouve pas, on va dans une autre surface de bricolage et puis il y en aura. Ça là-dessus on prend pas de marge, voire on prend un petit peu moins, et on retourne chercher ce qui nous manque si ça nous bloque pas sur le chantier et on sait que ça nous perdra pas de temps. Et à l'inverse, si c'est de l'approvisionnement qui est plutôt difficile, par exemple ça va être les sections de bois coupées sur mesure qui doivent sécher pendant 6 mois, là on prend quand même plutôt 15% de marge, parce que si jamais on se retrouve à un moment où il nous manque des pièces, on va perdre potentiellement 6 mois, le temps de refaire couper, que ça sèche, etc. Donc c'est vraiment très problématique. Par contre, il y a une exception à ces deux règles-là, c'est quand c'est des produits qui coûtent très cher. En général, on prend pile ce qu'il nous faut et on se dit, ok, tant pis, on perdra du temps, mais au niveau budget, c'est trop ric-rac, donc on prend pas de marge, quoi. Voilà, on revérifie bien les calculs et on prend très peu de marge, ouais. Et donc après, par contre, le fait de prendre du surplus, forcément, il y a des chances qu'il vous en reste à la fin du chantier. Donc il faut penser à ça parce que, par exemple, nous là, on est à la fin du gros œuvre et la maison est remplie de chutes de trucs ou de machins qui nous restent du gros œuvre parce qu'on a commandé trop qu'on a commandé trop mais on voulait que ça soit en trop, ou toutes les chutes qui nous restent et qu'on veut réutiliser sur d'autres projets et que ça nous embête de revendre, et du coup là on est en train de chercher une solution de stockage et c'est un peu compliqué. Donc ça c'est un des défauts de la méthode de prendre 5 à 15% supplémentaires. Sur l'isolant laine de bois par exemple, prendre 3 plaques de plus, ça prend énormément de place dans la maison. Donc il faut faire attention au stockage si on prend du surplus. Et aussi, un truc qui rentre en compte, nous, dans nos décisions de savoir si on prenait plus de marge ou pas, c'est est-ce qu'on va s'en resservir. Par exemple, le frein vapeur, on sait qu'une fois que la maison est finie, à moins qu'on agrandisse plus tard la maison, mais en tout cas, on n'aura sûrement pas besoin de frein vapeur à court terme. Par contre, tout ce qui est des sections de bois classiques, type chevron, des choses comme ça, on sait qu'on va rebricoler plein de choses, on va construire des cabanes, on va construire des poulaillers, des choses comme ça. Donc acheter un chevron de trop, en plus, ça sera jamais perdu. C'est juste, on anticipe les achats d'après. Donc ça, suivant les matériaux, il y a des choses vraiment, on sait qu'on s'en servira jamais. Donc on essaye de pas trop mettre de marge, et par contre sur ce qu'on est à peu près sûr de se resservir plus tard, on n'hésite pas à prendre plus de marge, quoi. Après, bien sûr, ça fait plus de budget, mais au moins on est tranquille, on sait qu'on n'en manquera pas de ce truc-là. Après, pour en revenir sur le stockage, il y a des matériaux qui se stockent beaucoup plus facilement que d'autres. Ouais. Parce que déjà, par exemple, les isolants, ça craint l'eau, donc on peut pas les stocker dehors, alors que le bois, on peut le stocker dehors. Il y a des choses qui sont en rouleau, donc ça prend très peu de place pour beaucoup de mètres carrés, alors qu'il y a d'autres choses qui sont en plaques, donc ça prend énormément de place pour la même surface en mètres carrés. Je pense notamment au pare-pluie, parce qu'on était très content d'avoir notre pare-pluie rigide, mais du coup à stocker le reste c'est vraiment chiant, alors que le pare-pluie souple c'est un rouleau, donc ça prend pas énormément de place. Donc voilà, il y a plein de petits trucs à prendre en compte si vous voulez faire des commandes avec 5 à 15% de marge, quoi. Et puis regardez, justement par exemple sur les rouleaux de pare-pluie, si on prend 10% ça va faire 3 rouleaux, et si on prend 15% ça veut dire qu'on va acheter un rouleau de plus par exemple, et du coup on aura 25% de plus. Donc voilà, après il y a des choix, des décisions à prendre en fonction de chaque matériau, c'est vraiment individuellement, il faut se poser la question, il faut pas se dire je prends 15% de plus partout. Une fois
qu'on a réussi à estimer les matériaux, on va pouvoir essayer de planifier quand même un minimum les arrivées des matériaux déjà sur le chantier. C'est très compliqué d'avoir un calendrier très précis comme on vous le disait parce que c'est assez compliqué de savoir quand est-ce qu'on aura fini telle étape, etc. Mais par contre, les fournisseurs ont besoin de savoir quand est-ce que je vous livre votre produit. Et c'est pareil, nous on a de la chance parce que la CIL chez qui on va sont très 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 sympas avec nous pour le stockage, donc on peut commander bien en amont et même si on prend du retard, ils nous les stockent quand même à l'abri et ils nous livrent un peu plus tard et c'est pas très grave. Mais voilà, il faut savoir qu'il y a des fournisseurs, si vous commandez, il faut vous faire livrer dans les 3 semaines ou ce genre de choses. Donc des fois ça peut être un peu compliqué à gérer. Donc c'est pour ça que c'est important de faire une liste des tâches que vous allez avoir à faire pour votre chantier. Donc découper toutes les étapes en tâches et voir les matériaux que vous avez besoin, essayer de regarder à peu près combien de temps ça va vous prendre et puis prévoir les tâches qui vont arriver juste derrière aussi. Parce que du coup, ça va vous permettre de vous faire livrer différents matériaux sur le chantier alors que vous êtes en train de finir une tâche parce que vous savez que juste après, vous allez avoir besoin de tel truc pour enchaîner, quoi. On va pas rester bloqué 3 jours à attendre une livraison parce qu'on s'y est pas pris avant. Donc ouais, toujours avoir l'étape d'après en tête. Et aussi au niveau des livraisons, si c'est des choses qui ont pas besoin d'être stockées à l'abri ou autre, bah ça peut être bien de faire qu'une livraison et puis de tout avoir sous la main stocké, ça prend pas de place. De regrouper un peu les livraisons ou même les allers-retours au magasin de bricolage. Ça peut être pas mal d'avoir un peu tout en tête sur ce qui va venir. Après au niveau des livraisons de matériaux, il va y avoir des difficultés sur le fait de gérer plusieurs fournisseurs parce qu'on peut pas trouver tout ce qu'il faut pour une maison chez un seul fournisseur, c'est impossible. Donc nous on a en tout 4 ou 5 fournisseurs différents qui fonctionnent pas de la même façon. Déjà au niveau des délais de commande c'est différent. Au niveau du stock, il y en a qui ont beaucoup de stock facilement alors que d'autres il faut vraiment commander en amont si vous voulez des grosses quantités. Il y en a qui livrent au pied de la porte, d'autres non. Enfin c'est un peu le fouillis là-dedans et il faut réussir à s'organiser pour réussir à avoir les matériaux au bon moment sur le chantier malgré les fournisseurs différents qui collaborent pour votre maison, quoi. Et il faut penser par exemple, voilà, il y a des fournisseurs, ce qu'on disait tout à l'heure, qui peuvent livrer juste au bord de la rue et du coup bah, il va falloir déplacer ce qui est livré pour le rentrer à l'intérieur. Par exemple c'est de l'isolant. Il faut que le jour où on vous livre, bah, vous soyez dispo, voire qu'il y ait de la main d'œuvre dispo pour vous aider à rentrer tout à l'intérieur pour mettre ça à l'abri. Donc ça aussi dans l'estimation c'est assez compliqué parce que on peut passer une journée, nous les bois les premiers ont été livrés juste au bord de la route parce qu'on n'avait pas encore le chemin et on a passé quasiment une journée à déplacer pour les emmener vers la maison. Donc dans le planning on n'avait pas prévu une journée pour déplacer le bois parce qu'on pensait qu'on allait pouvoir se faire livrer juste à côté. Après au niveau logistique, il y a aussi d'autres trucs à prendre en compte parce que par exemple, il y a des fournisseurs qui livrent pas, donc il va falloir avoir une remorque pour aller chercher les gros matériaux. Nous on a la chance de connaître quelqu'un qui peut nous la prêter, donc on n'a pas eu ça à investir, mais c'est vrai que la remorque c'est un truc, on n'y pense pas forcément, mais au final ça sauve pas mal la vie parce que même si on a oublié une plaque d'OSB ou qu'il nous manque une plaque et qu'on va à la grande surface de bricolage, et ben il faut quand même pouvoir la transporter et ça peut être compliqué au niveau logistique, tous ces trucs là. Ouais, la remorque ça nous semble presque indispensable, nous on s'en est beaucoup servi. Donc soit avoir quelqu'un qui peut la prêter et qui peut la prêter assez rapidement parce que s'il faut attendre 3 semaines pour qu'elle soit disponible pour s'arranger et pour aller chercher ce qui nous manque alors que ça nous manque tout de suite sur le chantier, bah c'est vraiment très compliqué. Après il y a toujours les possibilités aussi d'avoir avec les grandes surfaces maintenant je pense qu'à peu près toutes louent des camions à l'heure, mais voilà ça par contre du coup il faut le prévoir dans le budget. Si c'est juste pour ramener une plaque en plus ça peut coûter cher et il y a aussi je pense des grandes surfaces qui font de la livraison après peut-être aussi plus chez les magasins pro mais après voilà c'est du budget en plus donc il faut bien penser à tout ça. Après sur la planification ça peut être intéressant aussi de se demander quelles étapes vont être importantes à faire en été et quelles étapes vont pouvoir être faites en hiver. Par exemple, nous, on a commencé le chantier en plein été, donc on faisait nos fondations tranquilles sous le soleil à creuser comme des malades alors qu'il faisait 40 dehors. Et arrivé à l'hiver, on devait poser l'isolant. Donc en fait, on s'est rendu compte que ça allait pas du tout. Au final, on aurait peut-être mieux fait de décaler le début du chantier et de commencer les fondations en hiver pour pouvoir creuser tranquille sans être sous le cagnard. Et vu que le béton craint pas l'eau, ça aurait pas été un problème. Et du coup, on se serait retrouvé avec tout le printemps, été, automne pour pouvoir faire tout l'extérieur, le montage des murs, l'isolation, etc. Donc il y a ça à prendre en compte sur la planification globale du chantier. Ça peut vraiment
être important de regarder quelle météo correspond à quelle étape sur le chantier. Après évidemment c'est pas toujours possible de s'organiser pour que toutes les étapes tombent au moment idéal, mais c'est possible. Nous par exemple sur l'extérieur on s'est dit qu'on allait finir l'extérieur là tant qu'il faisait beau l'été, et du coup on n'était pas sous la pluie pour finir toutes les finitions en haut vers le toit, pour finir tout ce qui concernait le bardage. On sait que maintenant ça va être l'hiver et on va être dedans, donc maintenant il peut pleuvoir, il peut faire froid, ça nous dérange pas. Donc aussi bien quand on démarre les travaux, quand on fait les grandes étapes, et aussi dans l'heure dans laquelle on fait, ça peut être important de prendre en compte quand même la météo. Ça peut faire gagner du temps parce que les jours par exemple, quand on pose des choses sur le toit et il faut pas qu'il pleuve, bah s'il pleut on peut perdre une semaine, s'il pleut pendant une semaine, donc ça peut faire perdre beaucoup de temps de mal choisir les périodes où on fait les travaux. Après pour gagner du temps, ce qui peut être bien c'est de faire deux choses en parallèle. Par exemple avancer l'intérieur quand il pleut et continuer l'extérieur quand il fait beau. Le problème c'est que nous on pouvait pas le faire parce que vu qu'on tourne les vidéos c'est assez compliqué logistiquement pour faire deux choses en même temps. Et ça peut être aussi compliqué au niveau des matériaux pour les stocker, parce que c'est pas du tout les mêmes matériaux intérieurs et extérieurs, enfin bref. Mais même... ça peut être une solution pour gagner du temps sur l'avancée du chantier. Ouais, et même au niveau de... Enfin, mentalement, d'être sur deux choses en même temps, bah, ça fait réfléchir deux fois plus si on n'est pas sûr à 100% de comment on fait, donc ça peut être compliqué de travailler en parallèle, mais ça peut être une solution pour la météo. Ouais. Pour pas prendre de retard sur le planning, ce qu'on vous conseille un petit peu, qu'on a vu sur notre retour d'expérience, c'est de vraiment avoir une bonne vision des étapes qui viennent après, parce que vous pouvez réfléchir aux problématiques d'après et tout prévoir pour les étapes d'après en étant en train de finir l'étape que vous êtes en train de faire. Ça gagne du temps. Et en plus, souvent, la fin d'une étape, c'est quand on commence à être un peu à l'aise sur cette étape, donc on a moins de questions, enfin toutes les questions qu'on avait à se poser, on se les est posées, donc on a un peu de cerveau disponible pour réfléchir à l'étape d'après. Après, un autre conseil pour essayer de rester dans les temps, c'est de mutualiser les ressources, on va dire. Il y a certaines étapes qui nécessitent des ressources particulières. On pense notamment à l'échafaudage. Ben, du coup, on va essayer de faire toutes les étapes qui nécessitent l'échafaudage en même temps. Donc, par exemple, on a sur notre façade, on a besoin de l'échafaudage pour faire le bardage, on a besoin de l'échafaudage pour faire les finitions du toit. Bon, on va faire ces deux trucs-là en même temps sur la même façade avant de déplacer l'échafaudage et de galérer à se mettre sur notre façade. Au lieu de faire tout le tour du toit et après de regalérer à faire tout le tour de la maison pour le bardage, ben on fait toute la façade d'un coup. Donc ça peut permettre de gagner un peu de temps. Ouais, c'est pas possible de le faire sur tout. Des fois, c'est compliqué de gérer deux choses à la fois sans en finir une. Mais sur certaines petites choses, ouais, ça peut être cool de le faire en même temps ou d'anticiper sur la prochaine étape et de le faire en même temps qu'on finit la première étape pour gagner du temps par la suite. Et du coup, le dernier conseil qui est un peu contradictoire avec ce qu'on vient de dire, c'est de terminer les étapes à 100% avant de passer à une autre étape. Parce que parfois, on se dit ah bah là, ça me fait chier, j'ai pas envie de le faire maintenant, j'ai envie d'avancer, donc on avance, et puis il y a un moment où on est à une étape bien plus loin, et là on se rend compte ah bah ouais, mais ça c'est pas fini, il faut d'abord que je finisse ça pour pouvoir continuer à avancer. Et ça, pour le moral, c'est super dur. Et en plus, bah parfois ça se peut qu'on oublie des trucs si on finit pas à 100%, ou qu'on n'y revienne jamais de notre vie parce que on n'a plus la motive de le faire une fois qu'on a terminé la maison, par exemple. Ouais. C'est surtout pour ça qu'on a décidé de finir l'extérieur à 100% avant de se lancer dans l'intérieur, parce qu'on voit trop de maisons qui sont finies à l'intérieur, les gens habitent dedans, et où l'extérieur traîne, et on n'avait pas du tout envie de ça, nous. Ouais, et c'est vrai que là-dessus, c'est souvent des petits trucs, hein, on finit à 99%, mais il y a 3 vis à remettre, on n'a pas envie de ressortir l'échafaudage et de remonter pour remettre les 3 vis, on se dit de toute façon on va retourner en hauteur plus tard, et sauf qu'on y retourne, mais bon, on pense pas mettre la vis tout de suite, et après on pense à la remettre qu'au moment où il faudra déjà qu'elle soit mise pour pas perdre de temps. Et là ça repère du temps parce qu'on n'a pas forcément la visseuse avec le bon embout par exemple, on n'a plus forcément les bonnes vis, on sait plus où elles sont, on n'a plus tout ce qu'il faut sous la main. Donc ouais, faut éviter de se dire bon ça c'est bon, j'y retournerai plus tard, je finirai plus tard, autant finir à fond, et comme ça on est tranquille, on se pose plus la question. Par contre, parfois ça peut être bien de laisser une étape en suspens si on a un doute sur comment faire la finition. Et du coup ça nous permet de pouvoir réfléchir à mettre en place une solution et de quand même avancer sur le chantier sans rester bloqué parce qu'on ne sait pas exactement comment on va faire. Par exemple, nous, c'est sur les lattes du pare-pluie. On n'était pas vraiment sûr de comment faire, où positionner les lattes de pare-pluie autour des fenêtres.
on savait pas si on laissait un peu de jeu, si on mettait vraiment contre le pare-pluie. Donc ça, on s'est dit on le fait pas maintenant, on réfléchira quand on en sera au bardage sur comment on pose le bardage, parce que souvent c'est ça, les étapes sont liées, du coup la façon qu'on va choisir aura un impact sur plus tard, et si on est vraiment pas sûr et qu'on a besoin d'étudier l'étape d'après, peut-être autant mettre de côté puis attendre d'être sûr plutôt que de devoir défaire après et recommencer. Donc voilà pour nos petits conseils, mais de toute façon vous n'arriverez pas à tenir le planning, donc il faut pas se mettre trop la pression là-dessus. C'est ce qu'il faut retenir. Du coup ça nous amène aux différents facteurs de retard qui peuvent se produire et qui peuvent faire qu'on n'arrive pas à respecter le planning. Déjà il y a le fait qu'on apprend tout au moment où on le fait, ou plus ou moins au moment où on le fait. Ça c'est surtout lié à notre expérience personnelle. Si vous avez déjà des compétences dans le bâtiment, vous perdrez beaucoup moins de temps à apprendre des choses. Nous, avant de se lancer sur une nouvelle étape, on passe une semaine à se redocumenter, à vérifier les petits détails pour être sûr de ce qu'on fait et de faire les choses bien. Donc ça perd énormément de temps. Après, sur notre expérience personnelle aussi, il y a le fait qu'on n'arrive pas à estimer facilement les choses au niveau du temps qu'on va passer sur chaque tâche. Donc ça nous fait exploser le planning à chaque fois. Mais si vous avez déjà construit une maison, par exemple, vous aurez plus de recul pour estimer le temps que ça va vous prendre. L'autre point qui fait beaucoup perdre du temps, c'est le fait de sous-estimer une étape. On pense que ça va être facile, donc on se documente pas trop en amont, et puis le jour où on est devant, c'est la galère. Donc comme nous avec les fenêtres, ça c'était vraiment compliqué. Et les quelques autres facteurs de retard, ça va être la vie privée, parce que notre famille a besoin de nous à un moment, donc on va y aller, ça sera un jour où on bossera pas sur le chantier. Ça va être la météo, parce que la météo, mine de rien, elle décide de beaucoup de choses sur un chantier. Il y a beaucoup d'étapes qu'on peut pas faire s'il pleut, et tant qu'on n'a pas fini le gros œuvre, c'est très compliqué d'avancer en prenant pas en compte la météo. Il y a aussi l'interaction avec les différents professionnels qui vous fournissent. Nous, c'est vrai qu'on a quasiment pas travaillé de professionnels, mais par exemple pour le chemin qu'on a fait faire par un professionnel, on s'est rendu compte que c'était vachement galère, parce que on a mis déjà 2 mois à voir le devis, on est obligé d'appeler 3-4 fois pour lui rappeler qu'on existe et qu'on aimerait bien voir le devis. Ensuite il nous dit oui je viens telle semaine, finalement il vient pas parce qu'il y a autre chose à faire, parce que après tant mieux s'ils ont du travail et tout ça, mais du coup c'est dur de s'organiser et d'être sûr de se dire j'ai besoin du chemin pour avoir de la livraison pour tel moment, et c'est vraiment dur d'être sûr que les professionnels auront fait le travail au moment où vous le souhaitez. Donc nous il y a pour le chemin et pour l'assainissement on est un peu obligé de faire appel à des professionnels, et on se rend compte que c'est très chronophage et c'est dur de planifier quelque chose par rapport aux professionnels, parce que eux aussi ils sont en retard sur leur planning, en fait tout le monde est en retard. Voilà, et du coup ils vous donnent une date, enfin après c'est sûrement pas tout le monde comme ça, mais ça peut l'être, et du coup il faut aussi prendre en compte que si vous avez besoin de faire appel à un professionnel, vous êtes dépendant de son planning à lui et de à quel moment il va vraiment pouvoir le faire et le finir. Et nous on a la chance que c'est pas des étapes bloquantes où on a besoin d'un pro, donc on peut continuer d'avancer tranquille de notre côté, même s'ils ont 6 mois de retard, c'est pas très grave pour nous. C'est ça, et ça aussi ça peut être un truc à prendre en compte quand on planifie, quand on fait les choix. Par exemple, nous on voulait que la maison justement il n'y ait pas besoin d'avoir de professionnels qui interviennent, justement pour pas être bloqué, pour avancer au rythme qu'on voulait et de la façon dont on voulait. Et par exemple pour le toit, on avait plein de façons différentes de faire le toit, mais pour pas mal de façons il fallait se faire livrer des grosses sections de bois qu'on n'aurait pas pu monter nous-mêmes en haut, donc il aurait fallu qu'un professionnel vienne nous livrer avec une grue pour nous l'installer, etc. Et là du coup à ce moment-là on aurait été dépendant de lui, il aurait fallu qu'on soit prêt au moment où lui vienne, et que lui soit pas en retard au moment où on avait besoin de lui. Donc nous toutes ces étapes là on a essayé de les éviter, et pour le toit par exemple on a pris des morceaux de bois qu'on pouvait monter nous-mêmes à la main. Mais après faut pas non plus fuir les artisans, il y a des très bons artisans, et si vous n'êtes pas à l'aise sur des étapes, vaut mieux les faire par des professionnels qui savent ce qu'ils font, plutôt que de prendre des risques, par exemple sur ce qui concerne l'électricité ou les fondations qui, si elles sont loupées, c'est super grave pour la maison. Du coup faut pas forcément fuir les artisans, mais si vous allez travailler avec eux, il faut savoir que c'est pas vous qui allez leur imposer votre planning. Et les 2 derniers facteurs de retard qu'on a mis en lumière depuis qu'on fait le chantier, c'est des trucs qui sont vraiment liés à nos 2 personnalités. C'est qu'on est très pointilleux sur les détails, donc les finitions, en fait ça n'en finit pas avec nous, parce qu'on sait que c'est les trucs qui vont se voir, donc on fait les choses vraiment minutieusement et tout ça, et ça c'est forcément du temps, et ce temps-là c'est du temps qui nous fait prendre du retard. Et après on sait que sur des étapes on passe vraiment très longtemps pour vraiment faire ajuster parfait, etc. Mais il y a plein de choses où on
on passe du temps, on pourrait sûrement passer moins et ça se verrait pas les défauts. Mais bon, nous c'est notre maison, on se dit qu'on va y habiter toute notre vie dedans, donc on va la voir tous les jours, donc on peut prendre le temps, même si c'est pas toujours indispensable et des fois ça se verra pas où il y a vraiment que nous qui allons le voir, on préfère le faire d'une façon dont on se sent satisfait et on regrette pas de le faire comme ça, mais ça prend du temps, beaucoup de temps. Et donc le dernier truc qui nous a fait prendre beaucoup de retard sur notre chantier, c'est toute la gestion de YouTube, le tournage des vidéos, le montage, les articles et tout ça, mais ça c'est un truc qu'on s'est imposé à nous-mêmes, parce qu'aussi on savait qu'on n'avait pas de deadline précise, qu'on n'avait pas de contraintes qui allaient arriver rapidement, donc voilà, c'est une contrainte qu'on s'est imposée et qu'on regrette pas du tout parce que ça a l'avantage de nous permettre d'échanger avec vous et d'avoir des retours sur notre travail qui nous ont permis d'éviter certaines fois des erreurs et qui nous permettent aussi d'être motivés, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Et pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur le fait que si on a une deadline, on va tout faire pour la respecter. Nous là par exemple, si on avait une deadline, vu qu'on est quand même pas mal en retard, clairement on aurait arrêté les vidéos, on aurait moins posté sur Facebook, Insta, et on aurait réduit toute cette partie-là pour pouvoir être dans les temps. On arrive à la fin de la première partie de ce qu'on avait à vous dire sur l'organisation, sur un chantier. Et donc là, on va passer plutôt sur la partie plus personnelle, sur les difficultés qu'on a rencontrées en tant qu'humain, sur notre motivation, comment elle fluctue, sur le fait de travailler à deux sur un chantier, et sur comment on a vécu le chantier, nous, personnellement. Il y a toujours la solution d'aller regarder des blogs d'autoconstructeurs. Bordel, je suis désolé, je vais pas boire maintenant. Excuse, vas-y. Attends. Bon voilà, la première partie de l'émission... L'émission, mais ça va, toi. Ok. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube et nous laisser un petit pouce bleu et un commentaire pour nous encourager. On remercie tous les tipeurs qui nous aident à améliorer les vidéos. Si vous aussi voulez soutenir la chaîne, on vous laisse aller voir la page Tipeee. Et si vous avez encore un peu de temps après tout ça, vous pouvez nous rejoindre sur nos réseaux sociaux et sur notre blog où on poste plein de photos du chantier et des infos complémentaires.